La parole est au président Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Première ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici donc réunis dans l'un de ces moments singuliers dont l'histoire a parfois la ruse, un moment singulier et à bien des égards inquiétant. Singulier d'abord car pour la première fois depuis longtemps, le Parlement trouve aujourd'hui une centralité nouvelle. Le suffrage universel, notre juge et notre maître à tous, Madame la Première ministre, ne vous a pas accordé de majorité. Les Français ne vous font plus confiance, ils ne font plus confiance au président de la République et ne veulent pas de son programme. Vous avez perdu le président absolu en même temps que vous perdiez la majorité absolue. Les électeurs ont donc fait le choix d'une minorité présidentielle et d'un parlementarisme de fait. Le cœur du pouvoir a quitté le palais de l'Élysée pour prendre place ici, au Palais Bourbon. Inquiétant ensuite car cette Assemblée est la plus mal élue de son histoire. Sa légitimité mise à mal par la même remontante de l'abstention, symptôme d'une démocratie fatiguée et d'électeurs qui ne croient plus en leurs représentants. Inquiétant surtout avec l'entrée en nombre d'une extrême droite dont vous aviez promis d'être le rempart. Et au lieu de cela, nous avons entendu dans vos rangs même se fissurer le front républicain, sur vos bancs même faciliter l'élection de 2 vice-présidents du Rassemblement national. La fébrilité n'excuse ni de perdre son sang-froid, ni ses principes républicains. Je le dis, pour nous, il n'y a rien à espérer du désespoir et l'extrême droite est une funeste impasse. Dans cette Assemblée, comme socialistes, comme républicains, nous servirons toujours une autre idée de la France. Madame la Première ministre, nous ne vous rejoindrons pas pour mettre en œuvre un programme et un projet libéraux qui ne sont pas les nôtres et pour lesquels les électeurs ne nous ont pas désignés. Nous nous sommes opposés durant 5 ans à la baisse des APL, à l'abandon de l'ISF et à l'institution de la flat tax. Et nous avons plaidé pour une lutte déterminée contre les inégalités que vous n'avez en définitive jamais menée. Nous avons combattu votre réforme de l'assurance chômage, violente avec les plus précaires, du logement social, désastreuse pour les bailleurs sociaux, combattu encore votre première réforme des retraites, injuste aux métiers pénibles. Nous avons dénoncé les insuffisances de votre engagement en faveur de l'environnement qui vous a valu d'être condamné pour inaction climatique. Nous avons dénoncé le malthusianisme de votre politique éducative, guidée non par l'ambition de donner une place à chacun, mais par le souci que chacun reste à sa place. Nous nous sommes désolidarisés d'autres politiques en matière d'asile et d'immigration et avons contesté les lois qui portaient une atteinte excessive à nos droits et à nos libertés. À chaque fois, nous avons proposé. À chaque fois, vous vous êtes obstinés. Madame la Première ministre, convenez avec nous, nous n'avons pas été élus pour donner au président de la République la majorité que les Françaises lui ont refusée. Moins encore pour mettre en œuvre la retraite à 65 ans, les contreparties au RSA ou la libéralisation de l'école publique. 13 millions de Français sont en situation de précarité, de mobilité. 12 millions habitent dans des passoires énergétiques. 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté, 8 millions vivent dans un désert médical, 6 millions demeurent sans emploi stable, 300 000 sont sans domicile fixe et 20% de nos compatriotes vivent à découvert. La température augmente en même temps que la biodiversité s'effondre et nous avons touché les limites du monde tel qu'il a prévalu aujourd'hui, menacé par l'injustice et la démesure et en définitive par la précarité économique, sociale, écologique où nous a entraîné l'ère néolibérale. Vous aspirez à un retour à la normale, nous aspirons à un changement de modèle. À l'aube d'une décennie critique, nous avons des propositions utiles à la vie des Françaises et des Français et nous sommes prêts à en débattre ici. Notre projet ne nous appartient pas. L'idéal qu'il entend porter est à la portée de tous. Chaque fois que vous élèverez le débat pour atteindre l'idéal de justice, vous nous trouverez à vos côtés. Vous affirmez que les oppositions s'opposent à tout. Alors apprenez à écouter, à considérer leurs propositions et parfois à les faire vôtres. Nous défendons le travail de valeur et la reconnaissance de l'utilité sociale. Chacun doit pouvoir vivre de la dignité de son travail, un travail de qualité justement rémunéré. Notre philosophie n'est pas celle des chèques occasionnels et des primes qui ne créent pas de droits sociaux.
mais celle des salaires qui permettent de vivre de son travail et de préparer sa retraite, du juste partage de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi nous proposons le SMIC à 1 500 € et la limitation des écarts de rémunération. Nous proposons une plus grande justice fiscale pour que les classes moyennes cessent de payer les impôts des riches que vous avez exonérés d'ISF, pour que les PME et les PMI cessent de payer les impôts que les multinationales cachent dans les paradis fiscaux. Nous proposons l'ouverture des droits sociaux à 18 ans, comme partout en Europe, car nous ne voulons plus voir notre jeunesse grossir les rangs des banques alimentaires. Jaurès disait que la République est un grand acte de confiance. Eh bien, faisons confiance à notre jeunesse. Nul besoin de la placer sous la tutelle du ministère de la Défense, comme vous le proposez aujourd'hui. Nous proposons une politique écologique et sociale du logement et la massification de la rénovation thermique des logements pour sortir en 10 ans les Français de la précarité énergétique. Une écologie populaire, planifiée plutôt que l'effondrement brutal, pour permettre aux Français de mieux vivre, de mieux se loger, de mieux se nourrir, de mieux se déplacer, de mieux habiter. Nous défendons la République jusqu'au bout, celle de Jaurès, celle des services publics. Nous défendons l'accès aux soins par l'obligation d'installation des médecins, par la défense de l'hôpital. Nous défendons l'accès à l'éducation par la mixité scolaire que vous n'avez jamais défendue. Ces propositions, comme bien d'autres, nous les avons formulées. Elles sont aujourd'hui sur la table. C'est le sens de la proposition pour le pouvoir d'achat que nous avons déposée avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il va vous falloir écouter, entendre, renoncer à beaucoup de vos projets, alors que vous paraissez n'avoir renoncé à rien, à partager aussi le pouvoir pour l'exercer, à faire vivre ce Parlement. Président du groupe socialiste et apparenté, je suis le dépositaire d'une grande famille, celle du socialisme, qui siège sur ces bancs de l'Assemblée nationale depuis 129 ans. Or, en me retournant sur cette histoire, je constate que certains des grands combats qu'ont menés le socialisme et qui font désormais partie de notre histoire commune l'ont été alors que les socialistes ne disposaient pas de majorité. Je prendrai 2 exemples. Le début de la 4e République, à quelques titres de gloire. L'application du programme du CNR, la fermeture du bagne de Cayenne, la nationalisation des banques et des industries de l'énergie, le retour à la semaine de 40 heures, la généralisation de la sécurité sociale. Or, ce fut une majorité allant de la démocratie chrétienne jusqu'aux communistes, en passant par les socialistes, qui présida à cette œuvre. Une majorité qui donna sa confiance aussi bien à un socialiste comme Félix Gouin qu'à un démocrate chrétien comme Georges Bidault. Mon 2e exemple remonte à la fin du 19e, d'une 3e République fatiguée où se succédaient les scandales et les affaires, jusqu'au plus grand péril, l'affaire Dreyfus. La République était en danger. En 1899, après une énième provocation nationaliste, au plus fort de la crise, le gouvernement Waldeck-Rousseau obtient la confiance d'une large partie de l'Assemblée qui allait du centre droit jusqu'aux troupes de Jaurès. Or, ce gouvernement sera le plus long de la 3e République. C'est celui qui mettra fin à l'affaire Dreyfus. C'est celui qui encadrera le travail des femmes et des enfants. Celui qui permettra la loi sur les associations, la syndicalisation des fonctionnaires. Et c'est toujours avec le soutien de la gauche et des socialistes que cette Assemblée vota l'immortelle séparation des églises et de l'État. Vous le voyez, si j'osais, je dirais que la République, ce que la République a réalisé de plus glorieux, elle l'a fait dans la diversité des formations politiques. Je veux m'adresser aux députés du Rassemblement national un instant. L'histoire glorieuse que je rappelle ici n'est pas la vôtre. Ceux dont vous êtes les héritiers n'étaient pas dans les murs de cette enceinte en 1946. Je n'ose dire où ils étaient pour la plupart. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient en revanche sur le banc des accusés de Zola. Ce que la France a fait de grand dans son histoire, elle l'a fait le plus souvent sans vous, et le plus souvent, elle l'a fait contre vous. Venons-en, Madame la Première ministre, à ce parlementarisme de fait. Madame la Première ministre, partagez la maîtrise de l'ordre du jour en mettant l'agenda législatif de votre gouvernement au sein de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Rééquilibrez l'initiative de la loi en intégrant dans votre agenda des propositions parlementaires, en particulier celles des oppositions. À nous de les défendre. Desserrez l'étreinte du temps sur les travaux parlementaires en allongeant de quelques semaines le délai entre le dépôt de vos textes et le moment où on en discutera. Laissez le temps à des travaux préparatoires de qualité, à des délibérations sincères, à la recherche de l'intérêt général. Retenez-vous d'utiliser les procédures d'urgence et les ordonnances. Faites cela, Madame la Ministre. Changez, quitte à légiférer un peu moins. Et chers collègues, pratiquons différemment notre mandat. Répartissons mieux la fonction de rapporteur de nos travaux entre nous.
et exigeons de celles et de ceux qui exerceront ce travail de concertation de travailler avec tous les groupes. Investissons pleinement la fonction de rapporteur d'application pour juger de la qualité des études d'impact. Donnons ainsi une utilité aux contributions citoyennes déposées à l'occasion de celles-ci. Agenda législatif partagé, initiative législative équilibrée. Merci beaucoup. Je termine. Temps législatif. Exercice nouveau de la fonction de rapporteur. Socialistes, de gauche, nous demeurons votre opposition et les désaccords sont nombreux, profonds. Nous défendrons à chaque fois la justice et l'égalité. Je termine. Non, merci, Faites vivre ce parlementarisme. Enfin. Merci. Mais c'est la même règle pour tout le monde, Monsieur Vallaud. C'est simplement la même règle pour tout le monde. Merci beaucoup.